Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour cette deuxième session. Effectivement, donc le sujet du jour, c'est quoi l'agilité? Et c'est quoi l'agilité en entreprise? Donc moi c'est Mathieu, je suis coach agile, je vais vous faire cette présentation. Et l'idée c'est qu'on puisse aussi interagir ensemble pendant la présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez interrompre. Sinon, vous pouvez aussi poser vos questions dans le chat. Donc on va parler de l'agilité en entreprise, on va parcourir quelques définitions, on va explorer quelques mondes. Je vais en profiter pour ramener quelques petits conseils, c'est peut-être un grand mot, mais dans tous les cas, quelques informations en termes de management, à quoi ça peut correspondre. Et puis sur la dernière partie de cette présentation, de ce METESH, l'idée c'est qu'on puisse interagir ensemble. Cette session sera disponible en replay dans 2 semaines. Donc dans 2 semaines, il y a un nouveau Agile METESH, et c'est à ce moment-là qu'on va libérer le replay d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on a fait ce choix? Pour être totalement transparent, c'est pour essayer de favoriser le présentiel. Plutôt que les gens s'inscrivent et puis finalement ils profitent juste du replay sans être avec nous. C'est un petit peu dommage, on perd des interactions. Et puis bien sûr, pour recevoir ce support après la présentation, n'hésitez pas à nous laisser vos adresses mail, professionnelles ou personnelles, dans la zone de chat. Cédric se charge de les collecter et comme ça derrière vous aurez le suivi pour toute la suite. Et puis dans une trentaine de minutes environ, je vous parlerai d'un cadeau, d'une surprise que je vous réserve à la fin de ce METESH. Alors, démarrons vraiment par le cœur du sujet, mais en fait, c'est quoi l'agilité? Et en particulier, c'est quoi l'agilité dans une entreprise? Si on regarde un petit peu de manière très simple et très rapide, on Google le terme agilité, on tombe tout de suite sur la page Wikipédia qui nous renvoie pas mal de définitions. Il y en a plus que les 3 qui sont là. Ces 3-là, dans tous les cas, elles sont intéressantes. Parce que sans aller chercher à les lire en profondeur, on s'aperçoit qu'elles ont quand même beaucoup de mots en commun que je suis en train de mettre en lumière. Les mots qu'on retrouve partout, c'est l'habilité, la capacité, et puis c'est aussi s'adapter, l'adaptation, et puis du changement. Donc l'agilité, finalement, déjà, en termes de première chose qu'on peut remarquer, si on devait résumer un peu toutes ces définitions, l'agilité, ce serait une espèce de capacité qui serait au service des individus sur la première définition, qui est quelque chose de très personnel, qui serait plutôt sur un groupe d'individus sur la définition numéro 2, donc on va plutôt parler d'organisation. Et puis sur la 3e définition, l'agilité, ce serait plutôt une capacité au service du développement des idées. Alors par développement, j'entends la transformation des idées, de problèmes ou de besoins en quelque chose de concret, de palpable, qu'on va appeler tout simplement un produit dans un contexte agile. Alors du coup, qu'on a vu ces 3 définitions, si on essayait d'expliquer un peu plus, je commencerai de mon côté par vous dire que voilà, il y a un truc qui s'appelle le temps, avec un axe du temps. Et sur cet axe du temps, il y a le passé, qu'on va appeler avant. Sur cet axe du temps, il y a le futur, qu'on va appeler plus tard. Et puis, il y a maintenant. Maintenant, jusqu'ici, tout va bien. Dans le cadre de cette présentation, il n'y a pas eu de crash de Teams, il n'y a pas eu d'incident majeur. Donc, on est plutôt bon. Et le temps, dans le contexte d'une entreprise et d'une organisation, le temps, c'est de l'argent. Alors, pour les individus, peut-être, mais pour les organisations, c'est sûr. Et toujours dans l'idée de ce METESH en particulier, si tout se passe bien, jusqu'ici, tout va bien, à la fin... dans à peu près 60 minutes, on sera arrivé à un plus tard potentiel, et moi j'aurai atteint ma cible, qui était de vous expliquer, de vous partager qu'est-ce que c'est que l'agilité en entreprise. Et dans ce contexte-là, ce que je peux dire, c'est que actuellement j'ai un indice de certitude sur le fait que ça se passe bien, qui est plutôt élevé. Je ne sais pas s'il est à 100%, parce que voilà, il peut toujours arriver un petit quelque chose, mais normalement, je suis quand même très confiant dans le fait que j'arrive dans 60 minutes à avoir partagé avec vous qu'est-ce que c'est que l'agilité en entreprise. Ici, finalement, c'est quoi cette chose-là? Ça s'appelle le monde du connu. Et le monde du connu, avant, on avait un plan, on avait une cible, et pour répondre à cette cible, elle se positionne dans un contexte qu'on va qualifier de normal. Donc, tout va bien, tout se passe bien, il n'y a pas de disruption nulle part, et donc, on va arriver à notre cible de manière tout à fait normale. Et ça, quelque part, un petit peu, c'est le monde des bisounours. Alors, pourquoi est-ce que je dis que c'est le monde des bisounours? Parce que si on fait une définition du connu, du monde du connu, le connu, c'est ce dont on a déjà fait l'expérience. Alors, c'est un environnement qui est plutôt très, très stable. Ça veut dire que les inputs, on les maîtrise, le processus de transformation, on le maîtrise, et le résultat à la sortie, les outputs, normalement, ils sont conformes à ce qu'on avait prévu
en mettant les bons éléments en entrée et en utilisant le bon processus de transformation. Alors pourquoi les bisounours? Eh ben, tout simplement parce que là, il y en a un qui peut dire à l'autre « et je pars en congé pendant 1 mois, est-ce que tu peux reprendre le management de cette transformation ?» Et donc, c'est plutôt quelque chose de confortable pour celui qui va prendre la place. Ça veut dire s'assurer de contrôler la qualité des inputs en entrée, s'assurer que le fonctionnement du processus, il est opérant, et surveiller la qualité des outputs à la sortie. Et donc là, on est vraiment dans le monde du connu. Il n'y a rien d'incroyable à ce stade-là. Alors, si je reprends mon axe du temps, toujours avec juste avant ce qui se passait et bon, maintenant jusqu'ici tout va bien, eh bien, il se peut qu'à un moment donné, il y ait un changement qui était soit non anticipable, soit qui était anticipable mais mal anticipé. Et à ce moment-là, eh bien, on peut plutôt dire jusqu'ici tout va bien. Non, jusqu'ici tout allait bien. Jusqu'ici tout allait bien parce que tout à coup, eh bien, il y a une rupture. Il y a une rupture sur l'axe du temps. Et tout à coup, on bascule dans le monde de l'inconnu. Alors, le monde de l'inconnu, qu'est-ce qui se passe avec ce truc-là, avec ce changement qui était soit non anticipable, soit mal anticipé? Eh bien, il y a l'indice de certitude tout à coup qui chute complètement, c'est-à-dire que la certitude d'atteindre la cible qui était prévue dans le futur, dans le plus tard, donc dans le passé, on a imaginé une cible dans le futur, cette certitude-là vient de s'effondrer parce qu'il y a un événement non anticipé qui vient d'arriver. Alors là, évidemment, on peut penser à notre célèbre docteur M. Red Brown qui tout à coup nous parle de rupture du continuum espace-temps avec possibilité d'un deuxième futur qui peut arriver. Et donc là, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, eh bien, dans le monde de l'inconnu, l'axe du temps qu'on avait imaginé et la cible qu'on avait imaginée dans le passé, on s'aperçoit qu'il faut la changer parce qu'elle ne colle plus, elle n'est plus compatible avec le changement qui vient d'intervenir. Il y a quelque chose ici où on comprend bien qu'il y a une disruption forte. Et la seule manière pour remonter sur cet axe de certitude, eh bien, c'est de redéfinir la cible, de retravailler la cible et de redéfinir l'axe du temps, de prévoir un nouvel axe du temps, un nouveau plan en quelque sorte. Alors, ce temps ici, là, c'est précisément un temps d'adaptation entre le monde du connu, tout à coup une rupture, on passe dans le monde de l'inconnu, et ce temps d'adaptation, c'est le temps qui est nécessaire pour passer du premier axe du temps, avec nos premiers plans tels qu'on les avait imaginés dans le passé, et pour faire des nouveaux plans avec un nouvel axe du temps, et peut-être même une nouvelle cible. Ça, c'est ce temps d'adaptation qui est là, dont on va parler. Et ce temps d'adaptation qui est là, eh bien, le message ici, c'est que l'agilité, c'est un excellent outil pour pouvoir s'adapter dans un délai relativement court, parce qu'on l'a dit, le temps c'est de l'argent, pour pouvoir s'adapter relativement rapidement, pour passer d'un axe du temps vers un deuxième axe du temps. Et donc là, on revient à la définition. Finalement, l'agilité, c'est bien la capacité pour une entreprise à s'adapter rapidement à des situations qui sont en train de changer. Alors, quand je dis rapidement, ça permet pour définir donc et créer un nouveau normal. Donc, on avait l'ancien normal qui était celui qui était imaginé avant le changement, avant la disruption, et tout à coup, on repense le futur normal, et le futur normal, il sera un peu différent de celui qu'on avait imaginé. Et donc là, cette capacité à rapidement changer, eh bien, ça dépend pour qui. Il y a des contextes où le temps d'adaptation va être un peu plus long. Et c'est là quand même une grosse différence parfois entre certaines organisations et d'autres organisations. C'est bien ce temps d'adaptation ici qui va être plus ou moins long et qui va probablement faire une différence sur le marché en termes de réactivité. Donc parfois les entreprises et les organisations vont s'adapter rapidement, parfois un peu moins rapidement. Et encore une fois, ce temps d'adaptation ici, avec l'agilité comme outil pour aider à basculer d'un monde vers l'autre monde, le monde du connu vers le monde de l'inconnu, eh bien c'est aussi du temps qui coûte de l'argent. Très bien. Alors, si je devais illustrer ça, je prendrais la figure de Christophe Colomb. Alors, pourquoi la figure de Christophe Colomb ? Tout simplement parce que ici, on est passé dans le monde de l'inconnu et que la définition de l'inconnu, c'est ce dont on n'a jamais fait l'expérience avant. Et là, au niveau de l'environnement, on est passé d'un environnement très stable à un environnement instable. Ça veut dire que probablement les inputs ont changé et que probablement le process a changé. Et comme je le disais avant, peut-être que l'output lui-même a changé. Donc c'est peut-être les trois, mais c'est probablement au moins un, sinon deux. Et Christophe Colomb, c'est une belle illustration parce que Christophe Colomb, alors je me souviens du film à l'époque avec notre ami Gérard Depardieu,
Le film démarre avec le père de Christophe Colomb qui lui explique « Regarde dans cette lunette et observe ce navire qui est sur la ligne d'horizon, et tu vas voir, il va disparaître progressivement. Et s'il disparaît progressivement, quelque part, c'est que la Terre n'est pas plate. Si la Terre n'est pas plate, si la Terre était plate, il aurait chuté tout à coup. Il aurait disparu comme ça de manière très rapide. En une seconde, il serait passé de je le vois à je ne le vois plus. Or là, il disparaît progressivement, il s'enfonce tout doucement sur la ligne d'horizon. Et pour le père de Christophe Colomb, c'est la confirmation que la Terre est ronde. Et Christophe Colomb, quelque part, eh bien, lui, son input, il a quand même des certitudes dans tout ça. Il a la certitude que la Terre est ronde, il a la certitude que sur son continent, à l'autre bout du continent, il y a les Indes, et que je peux rejoindre les Indes soit en passant par la Terre, soit je peux rejoindre les Indes en passant par la mer, puisque la Terre est ronde, et donc je vais boucler sur moi-même, je vais arriver de l'autre côté. Et donc en termes de certitude, il part pas avec rien. Par contre, il part dans l'inconnu, puisque là, c'est plutôt son processus sur lequel il ne sait pas vers quoi il va aller s'aventurer. Il prend ses 3 caravelles avec lui, il ne sait pas trop si le voyage va durer 2 semaines, 2 mois, 2 ans, mais il a une certitude, c'est qu'il va arriver aux Indes. Bon, l'histoire prouvera que sa certitude était pas complètement fausse, mais un peu mauvaise aussi. Il avait juste pas prévu qu'il y ait un continent intermédiaire entre celui de départ et celui d'arrivée. Donc Christophe Colomb, c'est pour ça. Environnement instable, c'est le monde de l'inconnu, mais il y a quand même certaines choses dans l'équation qui nous font penser que on arrive quand même on ne maîtrise pas tout, mais il y a quand même des choses, encore quelques points de repère à peu près fiables. Et là, en termes de management, eh bien, c'est tout simplement donner la vision, donner le but, et c'est ce que va s'évertuer à faire Christophe Colomb pendant toute la traversée, rappeler tout le temps, sans cesse, aux membres d'équipage qui sont de plus en plus dans le doute au fil du voyage, il va leur rappeler l'objectif, il va leur rappeler la destination, parce que ça, chez lui, c'est profondément ancré, il a une conviction sûre que ce but-là, c'est le bon, et il va le partager sans cesse. Alors, ici, je reviens encore une fois à mon axe du temps, avec cette rupture du monde connu vers le monde inconnu. Et à ce stade ici, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a une variante. Et la variante, eh bien, ça va être les personnes ou les organisations qui ont des troubles de la vision. Ça veut dire, en introduction, je disais, c'est un changement non anticipable ou mal anticipé. Eh bien, le trouble de la vision, c'est de ne pas voir que le changement est en train de s'opérer à l'extérieur, de ne pas, alors soit c'est du déni, soit c'est carrément un problème vraiment de trouble de la vision au sens où je ne m'en rends pas compte. Et donc là, c'est vraiment un premier souci. Et le deuxième souci, c'est un trouble psychomoteur. Et là, l'idée, c'est de dire, on voit bien qu'il y a des choses qui sont en train de changer, on est bien en train de comprendre qu'il y a des choses qui sont en train de se modifier au sein de l'organisation ou à l'extérieur de notre organisation, mais on est bloqué, on est un peu sclérosé, on n'y arrive pas, on n'arrive pas à embrayer le changement, on n'arrive pas à basculer de l'axe vert qui était initial vers un axe bleu avec une nouvelle cible. Et pour illustrer cette situation-là, j'ai choisi Homer Simpson. Homer Simpson, finalement, qu'est-ce qui se passe au fil des séries? Homer Simpson, il s'évertue, il passe un temps fou et il dépense une énergie incroyable pour revenir à sa situation d'avant. Homer Simpson, je fais aucun jugement de valeur sur ce personnage. Très honnêtement, c'est un chic type. Lui, ce qui l'intéresse, c'est d'être entouré par son fils, sa fille, sa femme, d'avoir un canapé, un programme de télé, des bières et des donuts. Et donc, il va s'évertuer à revenir autant que possible à l'ancien normal, parce que l'ancien normal, lui, correspond parfaitement et lui convient très bien. Et vous noterez qu'au début de chaque épisode des Simpsons, ça démarre toujours avec Homer dans son canapé, ce qui prouve qu'il y arrive. Il consomme énormément d'énergie pour retourner à son point de départ qui lui convient parfaitement. Alors ça, c'est le cas d'Homer Simpson. Sauf que dans les entreprises et des organisations, les troubles de la vision et les troubles psychomoteurs, eh bien, il y en a quelques-uns qui en ont fait les frais dans le passé. Quand on regarde aujourd'hui les nouveaux players sur les grands, dans tous les domaines confondus, je ne vais pas vous raconter l'histoire, vous la connaissez aussi bien que moi. Les entreprises qui ont eu quelques troubles de la vision ou troubles psychomoteurs, eh bien, sont disparues ou vraiment très fortement impactées par ces changements, parce qu'ils étaient soit mal anticipés, ou pour certains qui n'étaient pas anticipables. Alors, un petit rappel sur ce qu'on vient de découvrir, un petit point de repère ici. Donc on a vu qu'il y avait le monde du connu, on a vu qu'on avait le monde de l'inconnu, mais dans lequel on essayait de revenir au normal tel qu'il était avant le changement, et puis le monde de l'inconnu avec potentiellement un nouveau futur, et avec un plan qui a changé.
Donc là, on voit bien qu'il y a une quatrième case, et donc je vais essayer de vous expliquer la quatrième case de ce diagramme. Et là, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On est toujours dans un contexte avec un changement qui apparaît. Et là, il se passe un truc incroyable, c'est que les futurs, en fait, on a plein de futurs potentiels, on a plein de chemins différents, on a plein d'axes différents pour essayer de remonter dans l'indice de certitude qui s'est cassé la figure après l'arrivée du changement. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on vient de basculer dans un nouveau monde qui s'appelle le monde de l'incertain. Et dans le monde de l'incertain, il y a une petite différence avec le monde de l'inconnu, c'est que dans le monde de l'incertain, on est amené à faire des choix sans avoir de certitude. Et pour expliquer ça, pour illustrer ce propos, je vais prendre Jim Lovell, donc commandant de la mission Apollo 13. Je pense que la plupart d'entre vous ont déjà vu ce film ou connaissent l'histoire. Donc c'est la mission Apollo qui n'a pas alluni suite à un incident technique qui a dû faire demi-tour. Et dans ce contexte-là, eh bien, Jim Lovell, il s'est fait appuyer, il a été appuyé par Houston, qui s'est évertué de trouver une solution pour faire revenir sur Terre Apollo 13 par tous les moyens possibles. Et là, il n'y avait strictement aucune certitude. L'environnement était totalement instable et on était dans l'incertain. Alors l'incertain, la définition, c'est ce qui peut se produire ou pas, ce qui n'est pas établi avec exactitude. Et le film le montre très bien. Ils sont vraiment dans un stress pas possible parce que passer de on revient sur Terre sain et sauf à on revient sur Terre en mode complètement carbonisé, voire on ne revient jamais sur Terre, les paramètres étaient très fins et il n'y avait aucune certitude que tout ça fonctionne. Au petit passage aussi, ce que je trouve intéressant dans le film, là, c'est que bien qu'il soit commandant de la mission, Jim Lovell, il a une équipe qui est totalement délocalisée sur un autre continent, totalement en remote, et ça fonctionne. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil aussi pour dire que le délocaliser et le remote, c'est pas un frein, ou c'est pas forcément un frein très pénalisant dans les contextes qui sont en mutation. Et ici, en termes de management, eh bien, c'est accepter l'idée qu'on peut pas contrôler l'incontrôlable, parce que le changement, parfois, ne permet pas de faire des certitudes dans le futur. Et c'est l'idée de passer du management de l'incertain au management dans l'incertain, qui vont requérir, pour le coup, des compétences, des skills, des comportements, des attitudes un petit peu différentes. Et pour ceux qui sont intéressés par le sujet, je vous renvoie vers la thématique du management 3.0, qui est vraiment au cœur du management dans l'incertain. Alors, si je reprends mon quadrant précédemment, on a vu qu'on avait le monde de l'inconnu. Et qu'est-ce qu'on peut dire dans le monde de l'inconnu? Eh bien, on peut dire que finalement, c'est un pilotage un peu en mode automatique. L'environnement est stable, les mêmes inputs, le même process de transformation, les outputs ont sorti, a priori, n'ont pas de raison de changer, tout va bien. Le monde de l'inconnu, avec une envie de revenir à l'ancien normal, on va plutôt parler du monde où on va subir les adaptations. C'est un peu ce qui se passe avec Homer Simpson. Alors, je ne dis pas qu'il fait rien, il se bat, il dépense beaucoup d'énergie, mais l'un dans l'autre, il subit beaucoup de choses. Il n'est pas acteur des choses, il est plus spectateur que acteur des choses. Et puis ensuite, on a le monde de l'inconnu avec Christophe Colomb, où là, on va être dans un monde où on va essayer de gérer les adaptations, de définir des nouveaux plans, en ayant quand même quelques certitudes dans l'ensemble de l'équation, dans l'ensemble des paramètres. Et puis, on a le dernier quadrant, qui là, pour le coup, pour moi, est vraiment représentatif du monde de l'innovation. Le monde de l'innovation, c'est bien avoir tout le temps plein de futurs possibles et d'être en capacité de les expérimenter, de se planter, en essayant de se planter, on ne s'étant pas planté pour trop cher pour tout le monde, mais il n'y a pas de certitude. Peut-être qu'on va faire des choses qui vont fonctionner, on va tout faire pour que ça fonctionne, mais il se peut que ça ne fonctionne pas. Et on voit bien ici les différents objectifs. Celui de Homer Simpson, c'est de revenir à l'ancien normal. Celui de Christophe Colomb, c'est d'aller vers un nouveau normal. Et celui de Jim Lovell, c'est de faire des choix sans certitude. Alors, évidemment, le monde en vrai, dans nos organisations, il n'est pas clivé de manière aussi franche et facile à comprendre. Il y a souvent des mixtes un peu entre tout ça, et ce n'est pas forcément évident de s'y retrouver. Alors, si on oublie les deux premières lignes, parce que finalement, dans les deux lignes du dessus, finalement, on n'a pas d'agilité, entre le pilotage automatique et l'adaptation suivie, on n'est pas en train de chercher à s'adapter en fonction de la définition telle que proposée pour pouvoir répondre rapidement à des situations changeantes. On n'est pas dans ce mood-là.
Par contre, dans les deux lignes du bas, on a quand même un point commun qui est très très fort, et qui est celui-là, c'est que la cible, elle change. Et dans la cible qui change, il y a une définition que je voulais partager avec vous, c'est la définition de résilience. Encore une fois, qui vient de Wikipédia. J'ai pris juste les premières lignes parce que c'est un texte qui est assez long. Et donc, la définition de la résilience, c'est la capacité d'une organisation à s'adapter après la survenue d'un incident. Alors après, évidemment, ça va plus loin. Les collapsologues imaginent le monde vraiment de manière très très noire. Et donc là, il peut aussi s'agir d'une catastrophe, voire d'un effondrement. Et donc la résilience, c'est la capacité d'un système ou d'une organisation à revenir à un état de fonctionnement, soit dégradé, soit à un nouveau fonctionnement qui tient compte de l'incident qui est arrivé, du changement qui est survenu. Si on en revient à notre définition, eh bien, on pourrait l'améliorer un petit peu en termes de définition plus synthétique. Et moi, j'ai envie de vous proposer, finalement, c'est quoi l'agilité? Eh bien, c'est apprendre à devenir des individus plus résilients, pour la définition qui concerne l'individu, à devenir des groupes d'individus plus résilients. Et pour la troisième définition, eh bien, à utiliser des outils les plus adaptés possibles au développement et à la transformation des idées dans des contextes qui sont perpétuellement en changement. Alors pour étayer un petit peu ce propos, je voulais encore continuer un petit peu en vous présentant quelque chose que j'ai trouvé dans un livre que je vous recommande fortement d'ailleurs au passage, qui s'appelle « Transformer l'entreprise en relevant le défi de la performance humaine et soutenable », qui sont parfois les éléments un peu oubliés et qui conduisent à des situations humaines un petit peu compliquées. Et bien là, l'auteur, Laurent Oudou, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que finalement, on a bien cet axe du connu, ce temps connu avec un axe qu'il appelle l'axe de la continuation. Et là, le moteur, finalement, du management, eh bien, c'est d'avancer, c'est de toujours optimiser le système pour qu'il soit le plus performant possible. On a le monde de l'inconnu, avec ce l'auteur appelle l'axe de la modification. Et là, on voit bien qu'il y a du changement qui intervient. Et pour comprendre ce changement, le moteur du management, eh bien, c'est de questionner, c'est de comprendre quels sont les paramètres du système qui ont été modifiés pour pouvoir envisager ce nouveau futur. Et donc, bien comprendre, c'est vraiment le pilotage par l'information. Je veux comprendre les tenants et les aboutissants pour pouvoir prendre des décisions, moi, en tant que manager. Et puis, finalement, on a aussi, pour la partie du monde de l'incertain, eh bien, on n'a plus deux axes linéaires, mais on a bien un espace. On a du mètre carré, quelque part, qui est l'espace de transformation. Et là, le moteur du management, eh bien, ça va être de s'assurer que tous les mécanismes d'arbitrage sont bien en place et qui sont clairs, qui sont partagés et qui sont utilisés. Et qu'on va même d'ailleurs en permanence les ajuster pour pouvoir les améliorer en fonction de l'incertain et des choses qu'on va prendre et qu'on va découvrir. Et donc là, les mécanismes d'arbitrage, eh bien, c'est s'assurer que, on parle de performance ici dans l'axe de la continuation quand tout va bien. On va essayer d'améliorer la performance des équipes. Et bien là, dans l'axe de la transformation, il y a bien sûr la performance des équipes, mais il y a aussi la performance de la prise de décision. Et le modèle de prise de décision, eh bien, c'est un endroit où très souvent, on peut vraiment accélérer beaucoup de choses au sein des organisations. Je pense que ça va refléter beaucoup de choses de votre côté. Une réunion avec quelqu'un qui dit « je ne sais pas, je vais escalader », et puis le temps qu'on ait la réponse, il s'est déjà passé 1 semaine, 2 semaines, parfois plus. Tout ça, c'est du temps qui est compressible, qui coûte en termes d'efforts vraiment très peu, à partir du moment où les mécanismes d'arbitrage ont été clarifiés pour tout le monde. Du coup, comment rester motivé face au changement et face aux incertitudes? Là, je vais partager avec vous trois informations qui ne sont pas de moi, qui sont de Daniel Pink, d'après un bouquin qu'il a écrit qui s'appelle « La vérité qui nous motive ». Le premier, c'est donner un cap, un but, du sens, expliquer le résultat attendu. C'est la démarche de Christophe Colomb. Et j'ai envie de dire, ça marche dans l'inconnu et ça marche aussi dans l'incertain. Vous avez toujours un cap en tant que manager à donner. Et si vous en avez peut-être plusieurs, c'est d'expliquer qu'il y a plusieurs caps possibles. C'est d'être relativement transparent, encore une fois, c'est de passer de accepter les incertitudes et bien partager ces incertitudes avec vos équipes, tout en les rassurant et en leur montrant quand même, on a plusieurs chemins possibles et tous ensemble, on est en capacité d'y aller. Le deuxième conseil, c'est de donner le maximum d'autonomie à vos équipes. En termes de management, la personne va s'occuper du quoi et le comment, on va laisser la place aux experts. C'est exactement ce qui s'est passé avec Jim Lovell.
Tout seul, il était incapable de résoudre l'équation, de faire entrer des ronds dans des carrés pour trouver tous les outils et toutes les solutions qui étaient à bord disponibles. Il a fallu une vingtaine d'ingénieurs pendant plusieurs heures pour trouver une réponse qui a permis de leur sauver la vie. Donc le comment, il y a des gens dont c'est vraiment le métier, laissez-leur l'autonomie pour s'occuper de cette partie-là. Et puis, contribuer, aider à développer la maîtrise dans vos équipes. La maîtrise, eh bien, c'est les choses que je ne connais pas encore et que je vais apprendre très prochainement. Et puis, c'est les choses que je maîtrise parfaitement et que je vais partager avec mes pairs. C'est l'idée aussi du partage de ces maîtrises pour faire des équipes qui vont grandir, qui vont devenir de plus en plus à l'aise sur beaucoup de sujets. Alors, c'est tout simplement les 3 leviers de la motivation intrinsèque. Donc la motivation intrinsèque, elle a 2 valeurs par rapport à la motivation extrinsèque, c'est qu'elle va durer dans le temps. La motivation extrinsèque, ça va être un bonus à la fin de l'année, une évolution de carrière, et on sait pertinemment tous qu'à partir du moment où on a obtenu ce qu'on attendait, la motivation disparaît dans les jours qui suivent. La motivation intrinsèque, elle a cette énorme force, cet énorme avantage, c'est qu'elle va être pérenne dans la durée. Alors, de l'agilité en entreprise à l'entreprise agile et cette période d'adaptation, j'ai envie de vous dire, pour nous, chez Agile Partner, on y voit 3 piliers principaux. Le premier, c'est une organisation qui va être vraiment centrée sur l'être humain. Le deuxième pilier, ça va être évidemment une entreprise qui va être à la recherche de la satisfaction de ses clients et de la valeur qu'elle va être en capacité d'apporter à ses clients. Et donc, c'est de passer d'un paradigme qui est piloté par les coûts, piloté par la capacité, à piloter par la valeur qu'on veut délivrer à nos clients. Et puis l'entreprise agile aussi, eh bien c'est l'entreprise apprenante. C'est celle qui va faire des erreurs et qui ne va pas blâmer les individus, mais qui va au contraire capitaliser sur les erreurs pour pouvoir évoluer. Et c'est exactement comme ça que fonctionne l'humanité depuis la nuit des temps, même plus que l'humanité. Et on l'oublie un peu trop souvent, mais quand un enfant apprend à marcher, je crois qu'il chute en moyenne statistiquement à peu près 1 millier de fois avant de réussir à marcher. Et nous, on a toujours tendance à penser dans les organisations qu'on doit réussir à marcher du premier coup. Voilà. Donc, faut laisser un peu de la place à l'erreur, parce que c'est l'erreur qui permet de faire les plus gros gains en réalité. C'est probablement contre-intuitif pour beaucoup de personnes, et même pour moi, le premier dans certains contextes. Voilà. Je m'efforce de penser que voilà, l'erreur est la bienvenue. Je ne parle pas de la faute, je parle de l'erreur, ce qui pour moi n'est pas tout à fait la même chose. Donc voilà, les 3 piliers. Alors, je vous avais dit rendez-vous dans 30 minutes pour vous parler du petit cadeau, la petite surprise qu'on vous propose à la fin de ce METESH. Je fais juste un petit break, une petite parenthèse pour alimenter le teasing. Donc, pour ceux qui le souhaitent, on va vous proposer 1 heure de coaching agile offert sur le sujet de votre choix dans votre contexte professionnel. Alors, on ne va pas pouvoir l'offrir à tout le monde. Alors, le jeu ici, c'est il y a un post qui va être lâché, qui est programmé pour être lâché à 14h10 précise sur LinkedIn. Vous le voyez en avant-première, le post il s'affiche sur vos yeux. Eh bien, les 3 premiers qui vont nous lâcher un petit commentaire sur ce post, eh bien, on reprendra contact avec vous. Et puis, on organisera ensemble 1 heure de coaching agile avec vous. Voilà. Vous aurez aussi bien l'entreprise agile sur les 3 axes. L'objectif, c'est probablement pas que je vous les passe en revue ici, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Sur l'axe centré humain, eh bien, ce sont des évolutions entre la partie gauche et la partie droite. Voilà, comment passer d'un modèle command and control à un modèle mission command, comment passer d'un modèle de management à un modèle de servant leader, etc., etc. Je ne vais pas tous vous les passer en revue. Vous lisez bien vite, bien plus vite que ce que moi je suis capable de raconter. Donc voilà, si vous avez des sujets qui vous intéressent en particulier sur ces thématiques-là, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Nous, ça nous donne de la matière en fonction de vos organisations, de vos centres d'intérêt. Dans le chat, dans LinkedIn, n'hésitez pas à nous solliciter pour qu'on adresse tel ou tel sujet. Et puis, eh bien, si je dis pas d'ânerie, si je regarde l'heure, il est dans les temps. Ouais, je suis dans les temps. Et donc, eh bien, à ce stade de la conversation, à ce stade du METESH plutôt, je vais m'hydrater un petit peu, et pendant que je m'hydrate, eh bien,
Quelles sont vos questions? Quelles sont vos remarques? Ou peut-être de manière plus générale, est-ce que vous avez des choses à partager, des expériences qui font écho à cette présentation? Voilà, n'oubliez pas d'allumer vos micros. J'éteins le mien temporairement. Alors, je n'ai pas eu de questions dans le chat, donc soit Mathieu a été crystal clear, ce dont je ne doute pas une seconde, soit c'est que vous avez peut-être plein de questions que vous avez gardées pour vous, donc n'hésitez pas. Alors, si vous êtes à l'aise avec le fait de poser votre question à l'oral, n'hésitez pas à allumer votre micro et poser-la. Si vous préférez poser votre question dans le chat, je me ferai un honneur de la relayer. Oui, bonjour, j'ai une question. Oui. Vous m'entendez? Oui. Oui, ok, tout super. à fait. Déjà, merci beaucoup pour la présentation, c'était relativement clair. Moi, ce que j'aurais aimé, ce serait un exemple dans un cas où, je ne sais pas si vous avez déjà travaillé avec une entreprise qui a eu beaucoup de mal à accepter justement une nouvelle manière de travailler qui est l'agile. Parce que moi, personnellement, j'avais une expérience de travail avec un manager qui était très dans je veux revenir à l'ancien normal et avec beaucoup de mal à s'imaginer qu'il y avait plusieurs futurs possibles. Et je voulais savoir si vous avez déjà eu des cas comme ça et comment vous avez réussi à convaincre une personne qui est très dans le classique et l'ancien normal pour justement se tourner vers des méthodes plus agiles. Je ne sais pas si c'est clair. C'est clair. Okay, Mathieu, tu veux prendre la question ou je peux aussi partir. Alors, je veux bien donner un élément de réponse et puis je t'invite à compléter derrière. C'est sur l'idée de convaincre. Il se trouve que avant d'être chez Agile Partner, j'étais aussi dans une structure qui était probablement moins agile, plus rigide, je ne sais pas comment je dois dire. Et ce que j'ai appris, en fait, c'est essayer de convaincre a priori, ça marche pas très bien. Et il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai découvert un dicton que j'aime bien depuis, c'est dire fait rire et faire fait taire. Alors plutôt que d'essayer de convaincre des gens qui vont avoir du mal de comprendre votre proposition, la plupart du temps, je pars du postulat que les gens sont de bonne foi, sont sincères, et c'est pas qu'ils veulent pas parce qu'ils veulent pas, c'est pas une posture, c'est simplement parce que c'est des choses dans lesquelles ils ont peut-être des troubles de la vision, mais dans tous les cas, il y a toujours de la bonne volonté. Et donc, plutôt que d'essayer de les convaincre a priori, c'est plutôt de leur proposer un challenge en leur disant, voilà, j'aimerais expérimenter quelque chose, une manière de travailler un peu différente, et j'aimerais le faire sur un temps très court, admettons 2 mois, 3 maximum, et je mets énormément de transparence dans tous les changements que je vais faire. Je vais t'expliquer très régulièrement ce que je suis en train de faire et pourquoi je suis en train de le faire. Et puis, on verra. On verra si ça permet d'apporter des choses. On verra si ça permet de débloquer des choses. On verra si ça permet d'apporter une valeur un petit peu différente. Je peux te dire que je ne suis pas forcément... moi, si je dois dire ça, j'aurais cette phrase-là en disant c'est un test que je veux faire, c'est une expérience. Et voilà. Et on se donne rendez-vous dans 2 mois, dans 3 mois. Et on va plutôt discuter sur les faits, plutôt que de discuter sur des idées. Parce que les idées, ça va être très compliqué. Enfin, c'est très compliqué de faire changer d'avis quelqu'un. J'avais été à une conférence une fois. J'avais adoré ce truc-là. C'est beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile de croire dans quelque chose que de décroire dans quelque chose qui est fortement ancré. Et donc, si pour cette personne, il y a beaucoup d'ancrage sur la manière notre actuelle, c'est bien et on n'a pas de raison de changer, et le changement autour de nous ne va pas nous impacter et tout le reste, c'est très compliqué pour l'esprit humain en général de décroire, de changer ses habitudes, de décroire à des choses qui sont fortement ancrées. Donc, essayer de faire des preuves par des faits plutôt que d'essayer de convaincre a priori. Là, je m'arrête de parler. Je parle trop. Je peux peut-être ajouter 2-3 petites choses aussi. Chez Agile Partner, on a pas mal d'expérience avec des transformations agiles chez des
clients assez nombreux et assez variés, des entreprises de toute taille et dans des métiers très très différents. Dans une transformation, dans un changement, il y a toujours des gens qui sont moteurs, il y a toujours des gens qui sont, on va dire, dans la majorité et qui vont s'y faire, et puis il y a des gens qui vont toujours être un peu résistants. La résistance, elle est souvent liée au fait que les gens ont du mal à comprendre pourquoi on leur demande de changer, et ils ont peut-être une certaine appréhension de ce changement. Et c'est normal, c'est la nature humaine. Quand on demande aux gens, ils disent toujours le changement c'est très bien, mais pas pour moi. Enfin, moi, faut pas me demander de changer. Donc, ce genre de personnes-là, ça s'accompagne. Il faut les accompagner. Il faut faire preuve de pédagogie. Il faut essayer de comprendre quelles sont leurs réticences et peut-être leurs appréhensions et les aider à les surpasser. Et pour ça, nous, on fait chez Agile Partner, on a des personnes qui sont formées pour ça, à faire du coaching individuel, pour aider les gens à aller de l'avant et à progresser et à vraiment embrasser le changement plutôt que d'y résister. Souvent, ce qu'on peut utiliser aussi, c'est des jeux. J'ai personnellement cofondé un événement sur les jeux agiles qui s'appelle Play 14, où on utilise le jeu comme métaphore pour comprendre les choses et justement c'est même plus encore une expérimentation, c'est encore moins risqué qu'une expérimentation. On va avoir les mêmes sentiments, les mêmes perceptions via une métaphore en fait qui est un jeu. C'est extrêmement puissant. Alors on ne va pas convaincre, en fait, on va faire vivre une émotion à la personne et ça va l'aider à prendre du recul par rapport à ce qu'elle vient de vivre via le jeu. Et du coup, ça va enclencher tout un mécanisme de raisonnement qui est parfois intéressant. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Oui, tout à fait, merci beaucoup. Ok. Nous avons une autre personne qui a levé la main, Abdelkader. Bonjour à tous, merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien. Alors, j'ai une petite remarque par rapport juste à la réponse à la question précédente et j'ai une question. Juste par rapport à la réponse à la question, je m'attendais à quelque chose de pragmatique et du coup, j'entends il va falloir prendre 2 mois, 3 mois pour montrer le chemin et montrer des résultats. Je suis très étonné parce qu'en méthode agile, on est plutôt sur des choses tangibles et de quelque chose de concret qui peut se réaliser en 2 semaines, voire maximum 4 semaines. Et là, je suis très étonné de cette réponse-là et la longueur que ça prend pour montrer finalement la différence avec le recours à des méthodes agiles qui permettent justement de faire court et y aller de manière concrète à ce qui apporte de la valeur et abandonner ce qui n'apporte aucune valeur. Donc j'étais un petit peu étonné et ma question c'est par rapport aussi à la présentation telle que ça a été faite sur l'agilité. Je suis très étonné que finalement vous avez passé plus de 30 minutes à parler de l'agilité, mais sur des termes qui ne sont pas, à mon avis, très concrets et qui permettaient de dire finalement qu'est-ce qu'on fait exactement. Parce que vous avez passé du temps sur, par exemple, la définition de l'agilité. Or, pour définir l'agilité, il suffit de prendre une seule phrase. L'agilité, c'est un état d'esprit qui s'appuie sur une méthodologie et des principes pour pouvoir répondre à des besoins précis. Donc, ça prend pas beaucoup de temps et c'est très précis, c'est rapide et ça permettait derrière de dire, voilà, qu'est-ce qu'on utilise comme méthode, comme framework pour pouvoir mettre en œuvre cette agilité-là. Et la troisième, j'aimerais bien que vous nous donniez un petit peu plus de concret parce que bon, dire comme quoi, voilà, on accompagne des entreprises pour faire des transformations, pour faire de l'agilité et tout ça. Et en même temps, des fois, vous rentrez dans les détails pour certaines techniques en utilisant telle méthode ou tel jeu pour faire de l'agilité.
Je suis un petit peu perdu parce que bon, je m'attendais à quelque chose de bien structuré, un coach agile, quand il vient, c'est pour accompagner l'individu ou les équipes ou l'équipe pour pouvoir justement l'éclairer. Et là, je suis perdu, je suis pas éclairé. Voilà, je finis par ce jeu d'humour là, et en tout cas, je vous remercie pour cette présentation. Ok, alors j'ai noté vos 3 questions. Donc Merci. sur la durée, je vais répondre sur la durée. En fait, quand on commence à travailler avec des organisations, des équipes, nous on dit il y a 3 cas de figure. On a ce qu'on appelle les systèmes ouverts, les systèmes bloqués et les systèmes fermés. Les systèmes ouverts, les changements sont assez faciles à mettre en place parce que globalement, l'ensemble de l'organisation n'a pas de trouble de la vision, n'a pas de trouble psychomoteur, et la majorité des individus qui sont dans l'équipe ou dans l'organisation sont prêts à faire des changements. C'est un système ouvert. Après, on a le système bloqué, où là, effectivement, il y a des changements qui apparaissent, et on voit des organisations qui essayent de faire plein de choses, qui font plein de tentatives, plus ou moins réussies, plus ou moins abouties, et dans un système bloqué, il y a beaucoup de bonne volonté, mais il manque juste un petit quelque chose qui parfois vient de l'extérieur, parfois vient de l'intérieur. C'est pas forcément en faisant venir des experts de l'extérieur que ça se passe mieux. Parfois, il faut juste écouter les gens qui sont à l'intérieur de l'organisation. Et donc ça, c'est des systèmes bloqués. Et donc là, on a encore de la marge de manœuvre. Et puis, il y a les systèmes fermés. Et les systèmes fermés, c'est là où le changement, finalement, il est assez compliqué à entendre. Il est assez difficile à accepter. Et dans la question de départ qui était posée, moi, j'ai mis un sous-titre qui était « Je suis dans un système qui est fermé ». Et dans un système fermé, bien sûr, peut-être qu'en 2 semaines, vous allez réussir à faire des choses, mais si l'ensemble de la structure est complètement sclérosé en 2 semaines, je ne sais pas si vous allez présenter des résultats. Et dans mon message, c'était de dire 2 mois, 3 mois max. C'est pour essayer de rassurer la personne qui est un petit peu réfractaire à l'idée de changer, en lui disant finalement 2 mois ou 3 mois, ok, peut-être que pour vous, c'est long, effectivement, ça peut être long, parce qu'on parle de sprint inférieur à 1 mois, et il y a plein de choses dans l'agilité où on essaye d'aller le plus vite possible, mais peut-être que ce plus vite possible pour un agiliste convaincu, c'est pas du tout le même le plus vite possible pour un manager qui a pour quelqu'un qui a des responsabilités, qui a beaucoup de chemin à faire dans son évolution personnelle. Et donc là, ces 3 mois pour lui, ça va être très rapide. Sauf que pour nous, c'est très lent. Donc effectivement, je rejoins je partage avec vous. 3 mois, c'est très long pour nous qui avons envie d'aller très très vite. Il y a juste des endroits où en 2 semaines, il ne se passera pas grand-chose parce que tout est tellement bloqué, verrouillé, sclérosé. Hélas, il n'y aura pas beaucoup de résultats en 2 semaines, en un sprint ou même en 2 sprints, parfois il faut un peu plus. Donc ça, c'était pour la première réponse. Sur la réponse de la définition, effectivement, l'agilité en tant qu'outil, c'est la définition que vous avez donnée, et moi ça me va très bien. Et là, j'ai essayé d'élargir un petit peu plus la question en expliquant que finalement, l'agilité, pourquoi je dis ça, j'argumente un peu aussi, c'est parce que parfois on arrive dans des endroits où l'agilité est un objectif. Mais l'agilité n'est pas un objectif. L'objectif, c'est de définir une cible, et l'agilité, c'est d'être capable de changer ses plans de manière confortable, dans un rythme humain qui est soutenable. Et dans ce sens-là, c'est une capacité d'adaptation, et ça s'appelle de la résilience. C'est juste un outil pour pouvoir améliorer son niveau de résilience. Et son niveau de résilience, c'est il y a un changement, et comme je l'ai dit, de manière très confortable, on va regarder les différentes options possibles, on va regarder ce qu'on peut faire. Et c'est dans ce sens-là que moi j'ai proposé cette définition, c'est pour essayer d'élargir en fait la compréhension de qu'est-ce que c'est que l'agilité dans une organisation, à quoi ça peut servir. Et pour moi, ça peut servir à accélérer le temps d'adaptation qui est nécessaire. Et effectivement, tous les frameworks qui existent, toutes les approches qui existent, Kanban, Scrum, Agile at Scale, Safe, Spotify, tout ce que vous voulez, ont un objectif, c'est effectivement de permettre la maîtrise des changements de manière confortable. Voilà. Donc, effectivement, la définition que vous avez donnée, moi, je n'ai pas d'avis contraire. C'est juste que là, dans cette présentation-là, j'ai essayé d'être encore plus large pour essayer vraiment les personnes de l'agilité ou qui ne voient l'agilité qu'à travers des mots comme Scrum et qui se demandent ce que c'est.
par exemple. Sur l'aspect concret, la semaine dernière, on a parlé de Scrum pendant 1 heure. C'était il y a 15 jours. C'était il y a 15 jours. Pardon, c'était il y a 15 jours. Et donc moi, j'ai bien noté votre point. Du coup, moi, ça m'intéresse aussi d'échanger, de savoir... c'est pas évident pour nous, parce que le concret d'une personne dans son contexte ne va pas matcher avec le concret forcément de tout le monde. Donc, moi, j'ai très envie d'être plus concret. Maintenant, est-ce qu'il y a un concret qui s'applique à tous les cas et qui fonctionne à 100% des cas? Mon expérience me dit que non. Donc c'est un peu compliqué d'avoir un truc très concret pour tout le monde. À part de dire, vous pouvez mettre en place Scrum, ok, vous pouvez mettre en place du Kanban, ok. On peut commencer à réfléchir autour des axes d'amélioration en termes de management avec du management 3.0. Enfin, il y a plein d'outils dans la toolbox. Et s'il y a des outils qui vous intéressent, faites-le nous savoir. Et moi, je prends un plaisir fou à vous les partager, quoi. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Je sais pas si tu veux ajouter des choses, Cédric. Oui, alors sur la notion de durée d'expérimentation, alors pour livrer quelque chose de fonctionnel, que ce soit du logiciel ou un projet quelconque, en une itération d'une semaine voire 2, c'est tout à fait faisable. Un changement organisationnel, ça va prendre du temps. Ça prendra tout de suite beaucoup plus de temps parce que là, on touche à des choses qui sont liées à l'humain et qui vont forcément demander un petit peu plus de temps pour que les choses se mettent en place. Alors, je pense qu'il faut être réaliste. Une organisation ne change pas complètement sa manière d'opérer en une itération de 15 jours. Même dans les organisations que j'ai pu voir au cours de ma carrière, qui sont extrêmement agiles et qui changent très facilement, on va dire, leur manière de faire, ça prend quand même un tout petit peu plus de temps que ça. Et même au sein d'une équipe, on voit bien qu'il y a un processus d'amélioration continue qui va se mettre en place et que le changement, en fait, il n'est pas immédiat, il se fait au fil du temps. Et je suis tout à fait d'accord avec Mathieu quand il dit que l'agilité n'est pas, c'est qu'un moyen, en fait, c'est pas une destination. Après, pour le manque de concret, je pense aussi, comme Mathieu l'a expliqué, c'était un choix éditorial entre guillemets de cette session de faire une session d'ouverture et de pas forcément rentrer dans l'explication des détails de certains frameworks agiles, etc. Et comme on l'a dit, il y a eu une session la semaine dernière, elle a 15 jours de cours sur Scrum. Il y aura sans doute une session sur Kanban ou une approche plus orientée Lean. On va essayer de varier un petit peu dans les Agile Meetish, de varier les plaisirs avec des sessions plus d'ouverture, on va dire, et puis des sessions plus concrètes sur des points particuliers ou des pratiques particulières de l'agilité. Un petit teaser accessoirement, la prochaine session dans 15 jours, donc le 13 avril, sera sur les pratiques de développement agile. Donc, et ce sera moi qui la présenterai cette fois-ci. Donc voilà, c'est parfois extrêmement compliqué de rentrer dans le concret sans avoir un contexte. Donc, et la manière dont on travaille avec nos clients, en général, c'est que la première phase de travail avec eux, c'est toujours la compréhension du contexte. Parce que nous, on ne peut pas aider sans avoir compris ce qui s'est passé jusque-là, là où le client en est maintenant, les objectifs à moyen et long terme, et comment on peut faire pour les aider justement. Donc, si vous avez un contexte particulier, comme le disait Mathieu, n'hésitez pas à le partager. Je vous ai partagé plusieurs fois la page LinkedIn de l'Agile Meetish. N'hésitez pas à mettre dans cette page ou en commentaire les sujets qui vous intéressent. Nous, on est piloté par la valeur. Dans tout ce qu'on fait, c'est piloté par la valeur. Et on a un backlog que j'ai partagé aussi, qui est sur Trello. Vous pouvez voter aussi sur les sujets qu'on a déjà mis dans le backlog pour nous indiquer finalement quels sont les sujets qui vous intéressent le plus. Parce que nous, notre intérêt, c'est d'essayer de comprendre les sujets qui ont un intérêt pour vous. On va pas promettre qu'on répondra à toutes vos questions et à tous les sujets, mais on va essayer de faire notre maximum. Je ne sais pas s'il
J'ai d'autres questions. Du coup, j'avais aussi une question pour Abdelkader. Est-ce que vous pensez, par exemple, qu'une entreprise où il y a beaucoup d'équipes agiles, ça fait une entreprise agile? Pardon, vous me dites, excusez-moi, vous m'adressez à la question, c'est ça? Oui, c'est ça. C'était pour relancer un peu les interactions. C'est une question pour vous, parce que vous étiez la personne qui a posé la question de départ, mais que je peux poser en fait à tout le monde. Est-ce que, donc, c'est une question ouverte à tout le monde, pas spécialement ciblée sur vous, est-ce que vous pensez qu'une entreprise où il y a beaucoup d'équipes agiles, ça fait une entreprise agile? Dans l'immédiat, en fait, ça dépendra comment l'agilité est implémentée, à quel niveau de maturité, parce qu'on peut avoir une entreprise où on a des équipes qui sont super agiles et ils ont un niveau de maturité très élevé. Et on peut avoir des surprises d'un business à un autre, d'une entité à une autre. Donc, on peut pas. Mais après, c'est que le fait de déployer de l'agilité dans différentes équipes, ça finira par amener vers une entreprise agile. Mais il faut effectivement, tel que vous l'avez évoqué et ça a été précisé par Cédric sur le fait qu'il faut du temps pour mener des changements organisationnels et que finalement tout le monde adhère à ces principes-là et puisse mener du coup cette transformation. Ça demande un petit peu de temps, mais ça ne veut pas dire que j'ai 5 équipes agiles et j'ai 3 ou 4 qui ont un super pouvoir et du coup ça bloque dans tous les sens. Ça peut pas faire une entreprise agile, mais c'est un travail de longue haleine, effectivement, qui demande beaucoup de concret également, parce que ces équipes-là, qui n'adhèrent pas forcément au principe de l'agilité, dès qu'on leur montre un petit peu ce qu'on a pu faire dans le cadre de l'agilité, ils finiront par adhérer. Mais ça demande du temps. Après, la roue du changement d'un individu à un autre, ça change, d'une équipe à une autre, ça change et ça demande du temps. Et donc, la réponse, oui et non. Oui, parce que selon le nombre d'équipes et selon le niveau de maturité, ça peut faire une entreprise agile. Non, parce que si on a des équipes qui tiennent du coup à l'ancien modèle et puis à leur pouvoir, ben, ils vont pas nous laisser forcément faire de l'entreprise une entreprise agile. Quelqu'un a répondu, je crois, dans le chat en disant si elles seront agiles entre elles. Je ne sais pas si c'est une réponse à la question. En tout cas, je suis intéressé que peut-être la personne développe un peu plus sa réponse. Si elle est toujours ici, je ne sais pas, peut-être partie. Oui, non, je ne suis pas partie. Bonjour, Marie-Catherine Selec de la BGL. C'est moi qui ai répondu le petit non. D'accord. Parce que, bon, globalement, souvent, quand on a des initiatives, on va dire, soit ponctuelles, soit isolées, on est convaincu que ça ne fait pas de l'entreprise une entreprise agile. Il faut un fonctionnement global, il faut que le mindset, les valeurs, les principes agiles soient partagés par l'ensemble de l'entreprise et que les pratiques et les outils soient déployés de façon transverse, quoi. Il y a un pattern qu'on voit assez régulièrement dans des organisations, souvent des organisations d'une certaine taille, c'est l'IT fait sa transformation agile. C'est-à-dire que parce que souvent, l'agilité vient du monde logiciel, donc c'est la suite logique, on va dire. Mais par contre, il n'y a pas encore vraiment une prise de conscience agile du business. Et vous pourrez avoir les meilleures équipes IT qui livrent de manière très agile, etc. Si à un moment on sort pas du cadre juste de l'IT et on commence pas à aller un petit peu dans le cadre du business, il y aura forcément une valeur ajoutée, hein, mais on n'ira pas aussi loin que ce qu'on peut appeler une entreprise agile qui va être capable justement de gérer les changements comme Mathieu a pu le présenter, avec vraiment des impondérables et des disruptions énormes sur le marché qui peuvent arriver du jour au lendemain. Donc c'est ça l'idée, c'est vraiment d'avoir l'agilité qui sort du cadre juste de l'IT.
Et du coup, si on pouvait juste dans les 2 dernières minutes, est-ce que vous considérez actuellement que vous êtes dans des environnements d'entreprise agile? Est-ce que vous êtes dans des équipes agiles, dans des organisations agiles? Vous pouvez répondre via le chat si vous le souhaitez. Oui. Alors, non. Guillaume. Et il confirme que le scénario de l'IT agile et sans agilité du business, il est passé par cette étape. Joséphine dit non plus. On y travaille. Non, mais on y travaille. Ouais, comme je disais, en fonction des organisations, le délai peut être plus ou moins long. Effectivement, chez BGL, ça fait déjà pas mal de temps que c'est un sujet au centre des préoccupations et c'est compliqué de dépasser la barrière de l'IT en fait. Et la preuve que l'agilité n'est pas une destination, chez Agile Partner, on a une structure organisationnelle qui elle-même est assez agile. Et pourtant, on se remet en question régulièrement et on essaye de s'améliorer régulièrement. Et des choses qui fonctionnent bien à un moment fonctionnent un peu moins bien. Il y a des choses qu'on ne peut pas éviter, comme par exemple l'arrivée du Covid a forcément changé notre manière de travailler. Faire du coaching où on préfère en général le faire en présentiel, il a fallu qu'on s'adapte et qu'on le fasse en remote. Faire des formations où là aussi on préfère le faire avec des petits groupes en présentiel, il a fallu qu'on s'adapte. Alors, le problème est que c'est toujours drivé par l'IT, sauf qu'avoir une seule partie du workflow agile n'est pas forcément efficace. Effectivement. Vous pouvez accélérer vos développements et vos déploiements si ce que vous créez comme logiciel, par exemple, ne répond pas aux besoins, forcément, ça n'amènera pas de valeur. Donc, il faut amener le métier aussi à mieux comprendre ces aspects-là. Et après, je pense que au-delà des aspects logiciels, il y a vraiment les aspects de stratégique, de vision du marché, de vision de tout ce qui est expérience utilisateur, expérience client, etc., etc. Donc, on a aussi beaucoup de personnes chez Agile Partner qui travaillent dans la recherche user experience et qui sont confrontés à ce genre de problématiques avec des clients au quotidien. Beaucoup de résistance au changement, le facilitateur a pris son temps pour tenter de convaincre via des démos, jeux, etc. Oui, c'est ce qu'on disait. Maintenant, effectivement, convaincre, c'est difficile. Convaincre, comme disait Mathieu, avec juste des mots, c'est assez difficile. En général, il vaut mieux montrer des choses, montrer des résultats et faire vivre des choses aussi, en embarquant les personnes. Si vous arrivez à avoir un tout petit espace d'autonomie pour essayer de mettre en place quelques pratiques agiles, pas forcément très coûteuses, et en montrer la valeur ajoutée après un certain temps, je pense que c'est un effort plus utilement utilisé que d'essayer de convaincre a priori comme ça des gens qui sont qui ont plein de bonnes raisons légitimes de pas forcément être enclins à ces pratiques-là. Donc essayer de négocier un petit peu de marge d'autonomie sur certains aspects pour faire des preuves, puis tout doucement faire des preuves. Voilà. Alors, oui, excellent levier pour convaincre, oui, effectivement. Ouais, effectivement. Alors malheureusement, il est 14h02, oui. On est au bout de notre time box. Donc on va vous remercier de votre attention et de vos questions, de vos interactions. On va essayer d'avoir des sessions de plus en plus interactives, même si on sait qu'il y a des personnes qui sont peut-être un petit peu plus réservées ou qui n'ont pas forcément la possibilité de prendre la parole parce qu'elles sont en open space ou dans des environnements un peu bruyants. Mais voilà, n'hésitez pas donc à nous partager sur la page LinkedIn les sujets qui vous intéressent. Regardez notre backlog sur Trello, j'ai posté le lien plusieurs fois. Et puis on vous enverra donc le support de la présentation sous peu. Et le replay sera disponible dans 15 jours. Et dans 15 jours, on se retrouve, si ça vous intéresse,
pour un autre Agile Mythiche sur les pratiques de développement. Donc là, ce sera vraiment beaucoup plus technique, même si on va essayer de pas trop rentrer dans le détail geek de la chose, mais ce sera plus sur les pratiques de développement logiciel, pour le coup. Voilà. Merci beaucoup à vous. Et on se dit à 15 jours. Bon après-midi. Merci, bon après-midi, au revoir. Merci.